Bonjour et bienvenue à tous. Nous voici avec Alain Marron pour démarrer cette interview. Bonjour Alain Marron. Bonjour. Alors vous êtes député écolo, député au Parlement bruxellois. Oui. Alors le sujet d'actualité, évidemment il y en a beaucoup cette semaine, ça démarre très très fort. Mais d'abord une petite réflexion à quelque chose qu'on a appris ce week-end. Alexandre Van Damme, qui est un Bruxellois, un des Belges les plus riches du pays, notamment actionnaire du Sporting d'Anderlecht, il quitte la Belgique pour la Suisse. Et donc, selon les calculs d'économistes très sérieux, ça fait 70 millions d'euros qui seraient perdus pour la Belgique, qui partiraient vers la Suisse. Alors comme ça, quelqu'un de riche qui quitte la Belgique pour la Suisse, quel est votre commentaire par rapport à ça ? Je ne sais pas très bien quelles sont les motivations de ce monsieur pour partir. Je pourrais juste vous dire que ce qui est désolant, c'est que des personnes quittent Bruxelles tous les jours. Des personnes doivent quitter Bruxelles, soit parce que les logements sont trop chers, soit parce qu'elles estiment que l'environnement n'est pas adéquat, qu'il y a trop de bruit ou qu'elles ne trouvent pas de place en crèche. Et donc Bruxelles doit être une ville pour tout le monde, y compris pour des personnes avec des hauts pouvoirs d'achat. Et donc si ce monsieur a quitté Bruxelles parce qu'il ne trouvait plus sa place à Bruxelles, c'est dommage. Comme tout le monde d'ailleurs. Bruxelles doit être une ville qui est mélangée, où toutes les populations, quelles que soient leurs origines et leur classe sociale, trouvent leur place. Et donc si ce monsieur quitte Bruxelles parce qu'il estime ne pas trouver sa place, ça c'est dommage. Si il estime que la Suisse est plus belle et qu'il a un amour immodéré pour la Suisse et que de toute façon il voulait y aller, alors qu'il y aille. Je veux dire, c'est la liberté individuelle de chacun de voyager. C'est une décision purement fiscale. Est-ce que vous croyez qu'on doit faire des efforts pour retenir nos riches Bruxellois ? Il faudrait l'analyser, il faudrait voir exactement ce qui retourne. Et voilà, je pense qu'il est normal que les riches payent plus d'impôts que les plus pauvres. Et je ne crois pas que quand on est tellement riche, ce soit pour économiser quelques centaines de milliers d'euros par an qu'on quitte son domicile et qu'on s'expatrie. Je pense qu'il doit y avoir d'autres raisons. Ce monsieur est très 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 riche. Ce ne sont pas ces quelques dizaines, même quelques centaines de milliers d'euros qui font, je pense, la différence pour lui. Alors, on va parler CETA à présent. Il y a un comité de concertation des régions qui démarre là dans quelques minutes. Il y a un débat en commission des affaires européennes au Parlement bruxellois. Il y a peut-être un débat demain au Parlement francophone. Mais on se demande, et c'est ça ma première question, c'est où est Bruxelles là-dedans? Parce qu'on voit beaucoup la région wallonne, on voit beaucoup M. Magnette et on ne voit pas beaucoup M. Vervoort là. Alors, je vais vous répondre, mais avant toute chose, je voudrais quand même me réjouir. Je veux dire, c'est une véritable victoire ce qui est en train de se passer. Un certain nombre de personnes depuis 3 ans maintenant se mobilisent, des associations, des ONG, des mutuelles, des syndicats, pour dire le commerce ne peut pas passer avant la démocratie. Ça n'est pas possible. Il faut arrêter avec cette logique. Et ces personnes, relayées politiquement, ont été entendues. Au niveau du Parlement wallon, ce qui s'est passé, c'est que ce n'est pas pour tirer la couverture à nous, mais je voudrais quand même rétablir cette vérité aussi, c'est que si M. Magnette dispose des leviers pour le moment en Wallonie, pour arrêter le texte, c'est parce qu'au Parlement wallon, des motions ont été déposées qui disent « Nous voulons un aval du Parlement avant la signature, non pas après, comme on le fait habituellement avec un assertissement, mais avant ». Et cette motion, ces résolutions, elles ont été portées par Stéphane Azé et Hélène Reckmans, mes collègues écologistes, qui ont donné cette arme au Parlement wallon. Et la majorité les a suivies. Et vous ne l'avez pas fait à Bruxelles. M. Magnette peut activer ce levier. À Bruxelles, les mêmes leviers existent. Le Parlement francophone bruxellois, aussi à notre initiative, dispose exactement des mêmes motions, qui ont été votées d'ailleurs majorité et opposition ensemble. Et le Parlement bruxellois dispose de sa motion propre, à peu près dans les mêmes termes, un petit peu plus faible, mais néanmoins les conditions pour signer le CETA ne sont pas rencontrées non plus à Bruxelles. Simplement, le Parti socialiste a décidé de mettre en avant M. Magnette, ce qui est tout à fait légitime, il n'y a pas de souci avec ça. Il est important de dire qu'à Bruxelles, des motions existent, d'une part, et qu'elles ont la même force que les motions wallonnes, et que d'autre part, il n'y a pas non plus au Parlement bruxellois une majorité pour voter le CETA. Dit autrement, la majorité du Parlement bruxellois, à l'heure actuelle, dit non également au CETA. Ça doit être très clair. Alors, la spécificité de Bruxelles, c'est quand même qu'il y a des néerlandophones et qu'on essaye de tenir compte de leur avis. Et là, c'est moins anti-CETA que du côté francophone. Alors, du côté néerlandophone, Groen est clairement tout à fait avec nous. Et j'entends que le SPA est aussi dans le camp des anti-CETA. Il peut y avoir des problèmes avec les autres qui sont représentés au gouvernement fédéral, le CDNV et le VLD. Néanmoins, ce texte-ci ne fait pas partie de leur accord de gouvernement. Et il ne faut pas une majorité dans le camp néerlandophone pour voter ce type de texte au Parlement bruxellois. Et au Parlement bruxellois, l'un dans l'autre, y compris certains partis
néerlandophone, il y a une majorité pour dire non au CETA, sauf si le texte devait être modifié. Mais dans l'état actuel des choses, il y a clairement une majorité pour dire non. Donc je comprends, vous dites, le gouvernement wallon dit non, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles dit non, le gouvernement bruxellois dit non aussi. Donc vous allez me dire que vous avez pu, au Parlement, discuter de tous ces textes du CETA, que vous avez eu de longues discussions, que vous avez pu... parce qu'on parle toujours des centaines d'heures de travail au Parlement wallon, il y a eu des centaines d'heures de travail au Parlement bruxellois sur le CETA? Alors, au moment où nous avons déposé les motions, nous, et puis après d'autres partis, les services et les centres d'études ont évidemment analysé les textes. Avant ça, chez nous, au Parti vert européen et au groupe des écologistes du Parlement européen, évidemment, ces textes ont été analysés. Donc quand nous avons déposé les motions, c'est sur base de ces analyses. Ce n'est pas à l'aveugle ou en écoutant quelques slogans par-ci par-là. Est-ce qu'il y a eu le travail parlementaire dont on parle côté wallon? Est-ce qu'il a eu lieu à Bruxelles? Il y a eu un travail parlementaire. Au Parlement bruxellois, au Parlement de la COCOF, il y a eu des commissions conjointes entre le Parlement de la Communauté française et le Parlement de la COCOF, des commissions conjointes auxquelles j'ai moi-même participé, avec du travail d'analyse non seulement du texte, mais aussi des déclarations interprétatives. Simplement, c'est vrai, ces tout derniers jours, le Parlement va plus loin et M. Magnette fait des allers-retours avec son propre Parlement, ce qui ne se passe pas dans les autres assemblées. M. Demotte est muet et M. Vervoort est muet. Il laisse aller M. Magnette en avant. Et donc ça, c'est vrai que ces derniers temps, nous n'avons pas eu, nous, les tout derniers textes comme ça a été le cas au Parlement wallon. Mais il y a une commission cet après-midi et j'espère bien que nous aurons les derniers textes. Alors, revenons peut-être quelques secondes encore sur le fond. Vous êtes pour le libre-échange? Vous êtes contre le libre-échange? Parce que parfois, on a eu l'impression, dans tout ce débat, qu'on voyait toujours l'ogre canadien ou des multinationales américaines et on oubliait les entreprises belges qui peut-être y voyaient, ou bruxelloises, qui pouvaient y voir une chance pour de l'exportation. La question du CETA n'est pas la question du libre-échange. Le libre-échange existe, il existe déjà maintenant. Si nous disons non au CETA, le libre-échange ne s'arrête pas. La question c'est, est-ce que nous conditionnons le libre-échange à la limitation de règles ou de possibilités démocratiques? Est-ce que nous disons, au nom du commerce et au nom du libre-échange, nous acceptons de nous auto-censurer sur nos normes sociales et environnementales? Parce que nos normes sociales et environnementales, si elles déplaisent trop aux multinationales, si elles risquent de porter atteinte à leurs bénéfices, elles pourront aller devant les tribunaux arbitraux et obtenir des dédommagements. Et plus que ça, nous devrons nous concerter avec le Canada pour égaliser les normes. Et donc ça, nous disons, ça ne va pas. Au nom du commerce, mettre tout le reste, je veux dire, afféoder tout le reste au commerce, ça c'est un véritable problème. Ça n'est pas être contre le libre-échange, mais c'est être contre le libre-échange à n'importe quel prix. Ça ne va pas. Même si ça peut être à l'occasion, au bénéfice de nos propres entreprises? Alors vous savez, nous avons entendu beaucoup de partisans du traité, y compris du traité transatlantique, le TTIP. Et très peu, mais très très peu, nous ont donné des arguments solides sur quelles entreprises vont gagner, ce que nous allons gagner. Est-ce que la Belgique va avoir des emplois supplémentaires ou des choses comme ça? Très franchement, nous ne le savons pas. Et les études sont tout à fait contradictoires. Et quand les représentants du Canada ont demandé à rencontrer les représentants du Parlement francophone bruxellois, avec des négociateurs, avec l'ambassadeur, etc., ils ne nous ont pas dit ce que nous allions gagner. Ils ne nous ont pas dit « vous devez soutenir ce traité parce que vous allez gagner et nous allons gagner ». Ils ne nous ont pas dit ça. Ils nous ont rien dit sur ce que ça pouvait faire gagner aux uns et aux autres. Ils nous ont menacés, en fait. Ils nous ont dit, si vous ne le soutenez pas, il y aura des conséquences négatives pour vous, mais en dehors du traité. Ça illustre, nous pensons, le fait que, très franchement, peu de gens vont gagner. Et ceux qui vont gagner, ce sont quelques grandes entreprises, mais c'est aussi une idéologie globale de libre-échange. Il y a un symbole derrière ce traité. Alors, revenons sur la déclaration gouvernementale de Rudy Vervoort. Il a parlé du budget, mais il a aussi parlé du plan régional de développement durable. Il devait même le présenter ce lundi un peu plus officiellement, mais ça n'a pas pu se faire. Cette vision de ce plan, avec notamment ces moins 20% pour la pression routière, vous devriez être très très content chez Écolo de ce plan, non? Vous devez applaudir des deux mains. Alors, on sera content quand on aura vu le plan. Pour le moment, nous n'avons pas vu le PRDD. Nous ne l'avons pas, clairement. Vous demandiez si on avait des textes liés au CETA. Moi, je dis que sur le PRDD, pour le moment, le Parlement n'a rien. Vous avez davantage sur le CETA que sur le PRDD. Oui, les journalistes ont plus d'informations sur le PRDD que les parlementaires, jusqu'à présent. Mais néanmoins, de ce que nous savons et que nous avons lu dans les journaux ou sur vos antennes, les objectifs, c'est très bien. Après, il y a un certain nombre de choses qui nous font un petit peu peur. D'abord, créer 25 000 places de parking supplémentaires à l'intérieur de Bruxelles, à l'intérieur de la région bruxelloise. 25 000 places de parking, c'est l'équivalent de 4 tours du Midi.
Est-ce que la région va se donner comme ambition, pour réduire le trafic automobile, de construire l'équivalent de 4 tours de midi en nouveau parking à l'intérieur du territoire régional? Pour nous, non. C'est une vision dépassée. Les gens doivent venir en train, en transport en commun ou ailleurs. Et la priorité doit être mise là-dessus. Et tous les métros qu'on prévoit d'ici 2040, à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, ça vous fait peur, ça vous ne donnez pas les métros? Ça ne nous fait pas peur en soi. Je veux dire, je prends le métro. Les écologistes prennent aussi le métro comme nous prenons tous les transports en commun. Et c'est très important que la priorité absolue soit donnée à l'augmentation de l'offre de transports en commun. Mais soyons un petit peu raisonnables. Le métro Nord, il arrive, donc qui est déjà décidé, lui, qui est sur les rails, entre guillemets. Il arrive dans 10 ans. Pas avant dans 10 ans. Mais les problèmes, ils doivent être résolus avant dans 10 ans. Et les métros dont on parle là dans le PRDD, si j'ai bien lu le journal, ils arrivent dans 20 ans, dans 30 ans. Mais il faut des solutions pragmatiques tout de suite et immédiatement. Il faut des trams en surface à grande vitesse maintenant. Il faut utiliser le réseau de la SNCB à l'intérieur de Bruxelles de manière bien plus intensive dès maintenant. Pourquoi est-ce que la STIB ne réfléchit pas à faire rouler du matériel à elle sur le réseau de la SNCB, à l'intérieur de Bruxelles? Céline Delforge a lancé cette idée il y a plusieurs années maintenant. Et elle refait tout doucement en surface. Mais jusqu'à présent, c'était niette. Il faut des solutions pragmatiques. Il y a des solutions plus simples et plus rapides à mettre en œuvre pour que les gens utilisent les transports en commun, pour que le transport en commun soit plus attractif que la voiture. S'il y a quelque chose qu'il faut améliorer aussi, c'est la coordination des chantiers. Tout le monde se plaint que parfois il y a des chantiers en même temps dans un même quartier, que ce n'est pas bien signalisé. On l'a vu avec celui de la porte de Ninove. Le ministre semble avoir enfin entendu qu'il y avait des problèmes et est prêt à revoir. Quelles sont les bonnes idées à retenir pour coordonner mieux les chantiers? D'ailleurs, je vais vous dire, c'est une véritable horreur. Moi, quand j'arrive à vélo, parce que je me déplace essentiellement à vélo, à l'approche d'un grand chantier, ma première réaction, c'est d'avoir peur. Il n'y a pas de signalisation, on ne sait pas par où on va passer. Et en général, quand quelque chose est prévu pour les vélos et pour les piétons, c'est mal fichu. Regardez là, à la porte de Ninove, ce qu'ils ont prévu, c'est que les piétons vont devoir prendre le tram pour passer le chantier. Vous vous déplacez à pied, et pour passer d'un côté à l'autre du chantier, vous devez prendre le métro pour un arrêt. Où est-ce qu'on voit ça? C'est totalement absurde. Nous sommes dans une ville européenne moderne, les choses doivent être gérées autrement. Et ce qu'il manque clairement, c'est un déficit de coordination. On entend la volonté de M. Smet de mieux coordonner les choses, c'est très bien. Il faudrait aussi responsabiliser les acteurs. Qui finalement est responsable de, passez-moi l'expression, du bordel? Il y a bien un moment, soit la STIB, soit Bruxelles Mobilité, soit des impétrants, c'est-à-dire Electrabel, les fournisseurs de téléphones, Vivaqua, etc. Chantier par chantier, si quelque chose déraille ou ne va pas, il y a bien des responsables. À un moment, il faut les responsabiliser, les mettre face à leurs responsabilités, leur dire « vous avez travaillé 2 mois ou 3 mois en retard, vous faites réouvrir le chantier, ça veut dire que le tram ne passe pas par là ou que les voitures ne passent pas par là pendant un certain nombre de mois, ils doivent être responsabilisés. » Il ne peut pas y avoir une sorte d'impunité comme ça pour les gens qui gèrent mal les chantiers. Donc plus de coordination, c'est indispensable, mais aussi une responsabilisation des acteurs. Donc des sanctions, par exemple, des sanctions financières si on fait retarder finalement les trams ou les bus. Il pourrait y avoir des sanctions dans un certain nombre de cahiers de charges. Par exemple, si les entrepreneurs font leur travail en retard, ils sont sanctionnés. Ça permet de faire respecter les délais. Et à Bruxelles, c'est un vrai problème. Moi, j'ai habité longtemps près de la rue Verhagen à Saint-Gilles. Un chantier infernal qui a duré pendant 1 an et demi. On se demandait où on était. Je veux dire, les habitants, tout le monde autour, on se demandait où on était, comment c'était possible qu'un chantier comme celui-là, qui ne concerne qu'une seule rue, dure 1 an et demi avec un tel manque de coordination entre les différents acteurs et une telle durée. Et aussi, enfin, c'était vraiment l'apocalypse pendant le chantier. Il fallait voir comment se passaient les traversées piétonnes, comment ça se passait pour les riverains, etc. C'était vraiment problématique. Merci Alain Marron. En tout cas, un conseil pour vous qui roulez à vélo, soyez bien éclairés. C'est la promotion, une campagne de promotion d'être bien éclairé, c'est l'automne. Il faut faire attention. Merci on se retrouve demain avec notre invité pour une autre interview. Bonne journée, bonne soirée. Merci.